Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Meilleurs vœux, bonne année à tous. Nous avons encore le temps de vous souhaiter à tous et à toutes 11 mois magnifiques avec nous, avec les contrepoints de la santé, avec Philippe Leduc, avec Renaud Degas, avec Françoise Millet. Vous voyez, le cadre a changé. Ne dit-on pas avec honte, mon cher Philippe, que les habitudes entravent le jugement? Eh bien, nous sommes ce matin dans un nouveau lieu mythique, un lieu très politique, le Solferino, le café Solferino, à quelques encablures du boulevard Saint-Germain, à quelques encablures d'abord d'un grand centre politique, il y a quelques années, rue de Solferino. Je vous poserai quelques questions, Philippe, à ce sujet. Et puis vous savez, Philippe, également, à quelques lieux du Palais de la Légion d'honneur. Vous voyez, des perspectives pour 2020, pour vous et les autres. Donc, nous nous retrouvons ce matin ici parce que l'hôpital, et notamment l'hôpital public, ne va décidément pas bien, malgré les réformes engagées par la ministre actuelle, Agnès Buzyn, et son gouvernement, l'an dernier, mais également avant-elle par Marisol Touraine, avant-elle par Roselyne Bachelot, et avant elle, de nombreux ministres. Et pourtant, plusieurs grèves, des mouvements sociaux, des démissions de médecins de leurs charges administratives, beaucoup de pétitions, beaucoup d'éditoriaux dont la presse. Nous avons déjà abordé ce sujet il y a quelques semaines, notamment avec la crise des urgences. Il nous fallait y revenir. Nous le faisons ce matin. Bonjour messieurs, avec Jérôme Gomine. Vous êtes le directeur général du groupe hospitalier Cœur Grand Est. Vous nous direz si les directeurs d'hôpital et les hospitaliers ont du cœur. Hein? D'accord. Cédric Lussiez, vous êtes le directeur général du groupe hospitalier Nord-Essonne. Vous nous parlerez également de tous vos projets, tout à fait considérables, visiblement, que vous allez mener. Et puis, au centre, le héros du jour, peut-être, le professeur Rémi Salomon. Vous êtes un néphrologue, vous êtes pédiatre et vous êtes le nouveau président de la CME de l'AP-HP. Nous saluons nos confrères journalistes. Vous pouvez poser vos questions ce matin et Renaud Degas, on sera l'interprète sur #contrepoint-santé, Twitter, BVA, Canon Médical, Carte Blanche, je salue Jean-François Tripodi, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, CARE sont toujours nos partenaires pour 2020 et nous les en remercions. Philippe Leduc, première question. Merci Pascal. Pascal l'a dit, la situation est sérieuse. Alors, tout d'abord, comment ça se passe réellement sur le terrain? Parce qu'il y a beaucoup de protestations, il y a beaucoup de réactions. Mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain? D'abord, sur le terrain des directeurs généraux, comment vous gérez cette crise? Alors certes, la situation est hétérogène, mais quel est votre sentiment au quotidien? Et l'on verra dans le sondage BVA que nous détaillera tout à l'heure Odile Peixoto, les Français considèrent que les hôpitaux sont performants, mais mal organisés et mal gérés, pour caricaturer un petit peu, et sans faire de directeur général bashing, bien évidemment. Et puis Rémi Salomon, tout jeune président de la CME, la commission médicale d'établissement de la PHP, quel est votre sentiment sur la situation actuelle? Quelles sont vos relations avec votre directeur général, avec la ministre? Donc d'abord, dans un premier temps, comment ça se passe concrètement sur le terrain, en région, en province, on pourrait dire, et puis aussi à Paris, les directeurs généraux. Cédric Lussier. Oui, bonjour, merci. Ça se passe difficilement. La situation, évidemment, elle est tenue parce que les personnels en grève depuis de nombreux mois sont assignés. Elle est tenue parce que les personnels font face à un très grand nombre de difficultés. Dans mon hôpital, par exemple, il y a une trentaine d'infirmières qui sont parties en moins de 3 mois. 30 infirmières, c'est évidemment en plein hiver, au moment d'activité maximale, des difficultés et des cercles vicieux qui s'installent en matière de fatigue des personnels. Pourquoi elles sont parties 30 en un mois? Elles sont parties de mon hôpital comme de beaucoup d'hôpitaux franciliens parce que les conditions de travail y sont difficiles, chaque jour plus difficiles, chaque année plus difficiles, et parce qu'elles ont du mal à retrouver le sens qu'elles recherchent dans leur métier. Alors comment vous faites? Comment vous gérez ça? Est-ce que les patients sont quand même accueillis, sont soignés? Est-ce qu'il y a une conséquence sur les patients? La conséquence, justement, elle ne se perçoit pas aisément parce que les autres personnels sont appelés en renfort, remplacent en permanence dans des changements de planning, parce que la mobilisation des uns et des autres fait qu'on pallie à des difficultés, mais évidemment,
ces réponses de court terme, qui sont satisfaisantes, à moyen terme, elles épuisent et elles sont autant de signaux d'alerte. Mais est-ce que la situation est vraiment précaire, tendue? On ne se rend pas bien compte quand on va dans les hôpitaux voir des amis ou des patients, on s'aperçoit que le personnel hospitalier court d'une chambre à l'autre, etc. Mais est-ce que vraiment on est en danger? Est-ce que la situation, ce que veut dire Philippe, est-ce que la situation est spécifique chez vous? Est-ce qu'il y a un cas particulier, une crise particulière, ou est-ce que c'est, à votre avis, tout à fait général? Bon, il se trouve que l'hôpital que j'ai le plaisir de diriger a un projet extrêmement enthousiasmant, puisqu'il s'agit de se regrouper sur le plateau de Saclay dans 4 ans. Donc on attire encore un certain nombre de nouveaux médecins et de nouveaux personnels. La situation n'est pas spécifique, je le pense. Elle est variable selon les services. Il y a évidemment des services mieux gérés que d'autres, des services qui rencontrent moins de difficultés pour toute une série de raisons, et à l'inverse, des services qui sont moins attractifs, des services où il y a des difficultés aussi à porter des projets qui sont enthousiasmants, et ces services sont ceux où les personnels sont... Alors, Jérôme Gomine, Cœur Grand Est, quel est votre sentiment? Est-ce qu'on est au bord quand même d'une catastrophe quelque part? Ou est-ce qu'en fin de compte, bon, les personnels sont en grève, mais travaillent quand même, et il y a une sorte d'amélioration avec les mesures proposées par la ministre? Merci pour votre question. Je pense qu'il y a 3 mouvements de fond qui expliquent les difficultés qu'on vit actuellement en province et aussi à Paris. Je me permets de le préciser, c'est que le GHT Cœur Grand Est, c'est un GHT typique. C'est un GHT qui regroupe 9 établissements en direction commune, c'est la médiane en France, 450 millions de budget, médiane en France, une distance qui est la médiane, etc. Donc on a un GHT typique. Qu'est-ce qu'on constate? On constate, et quand on voit avec nos collègues au niveau régional, au niveau national, à travers nos différentes responsabilités, je constate 3 mouvements de fond. Le premier, c'est un mouvement de fond qui est présent dans l'hôpital et qui bouleverse notre culture à nous en France. C'est-à-dire qu'on est dans un hôpital de plus en plus technique et avec une mission sociale qui est de moins en moins prégnante. On pourra en parler, mais ça bouleverse nos habitudes. L'hôpital hospice qui faisait une prise en charge longue de A à Z, c'est terminé du moins dans notre culture, notre pratique actuelle. Depuis un certain temps quand même. Et c'est encore en train de changer. C'est pas encore dans les D'accord. esprits. Donc ça crée un premier mouvement de rupture dans les esprits de nos professionnels hospitaliers. Deuxième mouvement, c'est qu'on a un problème de démographie médicale et de plus en plus paramédicale. Donc selon les régions, on en parlait, en Ile-de-France, le paramédical est très prégnant. Nous, c'est essentiellement le médical. On pourra en parler aussi des problèmes de gestion nationale ou régionale qui datent pas des 3 dernières années, mais qui datent d'un mouvement décennal et qui nous posent vraiment problème et qui mettent en tension tous les services. Et troisièmement, on a un problème qui est financier, multifactoriel aussi, à savoir des différences de rémunération qui sont prégnantes entre le privé et le public. Ce n'est pas tant la rémunération publique qui pose problème, tant pour les paramédicaux et les médicaux quand j'en parle avec eux, mais c'est la différence avec ce qu'ils peuvent gagner dans le privé et qui crée justement des fuites de personnel. Et pour les médecins, ça, essentiellement. Et les soignants aussi. Par exemple, quand on est à proximité du Luxembourg ou de la Belgique, comme c'est mon cas, je peux vous dire que même à 1 heure de route du Luxembourg et de la Belgique, les personnels préfèrent faire le déplacement. Mais après, le diagnostic, on le connaît, mais c'était bien de le rappeler. La ministre le rappelle régulièrement, les investissements depuis 10 ans qui n'ont pas été à la hauteur, le manque de personnel, et en particulier de médecins, d'infirmiers, de kinés. Mais comment vous le vivez, vous? Est-ce que, en fin de compte, vous avez des solutions et au quotidien, ça se passe bien? Ou est-ce que vraiment, on va mieux comprendre cette grève qui dure, les personnels qui sont épuisés? Comment, en tant que directeur général, quel est votre sentiment au fond du cœur? Je reste très optimiste. Alors, c'est ma nature. C'était pas la question. Mais je vous demandez le sentiment au fond de mon cœur. Donc, je vous réponds. Je vous réponds à votre question. Oui. Alors, j'enlève le trait, je dirais optimiste, parce que je le suis de nature, même si cette situation est extrêmement difficile. Je vous répondrai à 2 niveaux. Premièrement, il y a quelque chose qui est totalement anormal, c'est qu'on a totalement à gérer les contraintes que j'ai citées avant. C'est totalement pas normal. Il faut bien mesurer qu'en province, là, dans les établissements où je travaille, les services, c'est généralement 4 médecins maximum. Donc il y a un seul départ médical, l'équipe peut être par terre. Et on peut avoir un problème de santé publique sur un territoire de 100 000 personnes. Le GHT faisant 300 000 personnes. Donc ça, on a ingéré ça, c'est pas normal. Donc je le glisse au passage, mais on reste optimiste. Et comment fait-on? Nous, on parie sur un modèle de gouvernance innovant. Le GHT Cœur Grand Est, on est en direction commune. On a décidé, et avec tous les professionnels médicaux et soignants avec qui on a une remarquable entente, nous avons décidé de nous organiser en pôles territoriaux avec des délégations et on vise la suppression des directions d'établissement pour les confier à des soignants ou des médecins. Donc en fait, vous avez des projets, vous vous projetez, ce qui vous permet de dire on va y arriver, c'est simple. Et on constate que malgré toutes les difficultés que je viens de vous dire, on améliore notre situation financière, nous avons amélioré notre certification qualité, nous avons une stratégie de gouvernance qui fonctionne et nos effectifs médicaux qui sont en légère hausse. Alors Rémi Salomon, vous êtes le médecin, on peut dire,
dire, de la PHP. Vous n'avez pas menacé de démissionner, heureusement d'ailleurs, parce que vous venez d'être élu, ça aurait été un peu difficile. Mais est-ce que la situation à la PHP est si difficile que ça? Et on est étonné que ça dure si longtemps et que les médecins menacent tant. Enfin, je veux dire, est-ce que quel est votre sentiment? Et pour compléter, malgré des mesures spécifiques que le gouvernement a prises pour aider particulièrement les salariés de la PHP. Alors, on ne présente plus la PHP, bien entendu. J'ai donc été élu, effectivement, il y a moins de 3 semaines, dans un contexte très particulier, d'un mouvement, comme vous l'avez rappelé, qui dure. Les urgences, ça fait presque 1 an. Le collectif interhôpital, donc les services hospitaliers et les autres services, c'est depuis le mois de septembre, donc plus de bientôt 5 mois. Le malaise est profond. Il ne date pas d'hier. Ça fait des années qu'on tire le signal d'alarme. À force de politique d'austérité, c'est vrai qu'on tire sur la corde année après année et elle est en train de juste menacer de se rompre. Le système est au bord de l'effondrement. Donc, oui, il est vrai qu'on a vu ces derniers mois plusieurs plans successifs d'urgence qui ont été proposés par le gouvernement, notamment le dernier en date, le 20 novembre, qui annonce un certain nombre de mesures. Et ce plan, il faut le souligner et le rappeler, est arrivé du fait du mouvement de protestation très fort qui s'est propagé partout en France. Il n'y a pas que la PHP. C'est vrai qu'il est parti de la PHP, que ce soit pour les urgences en mars 2019 ou les services hospitaliers en septembre, mais il s'est étendu dans les semaines qui ont suivi partout en France. Comme l'a rappelé mon voisin, il est vrai que la région parisienne présente un certain nombre de spécificités, notamment en termes de coût de la vie, coût du logement, qui font que les difficultés sont encore plus prégnantes à Paris et dans sa région. Les mesures du 20 novembre, qui ont été proposées sans aucune négociation, ça a été proposé, à l'évidence ne suffisent pas à rassurer les personnels hospitaliers. Je vous coupe simplement. Les mesures du 20 novembre qui venaient après celles de juillet, après celles de... Comme je l'ai rappelé, il y a eu d'autres plans. Avant, effectivement, au moins 2 qui ont précédé celle du 20 novembre. Le 20 novembre, donc toute une série de mesures qui, à l'évidence, ne rassurent pas. Et j'ai été dans les services ces derniers jours, et je continuerai d'aller très régulièrement dans les services, rencontrer les personnels, les médecins, les paramédicaux. Quand on leur parle de marge de manœuvre que la direction, effectivement, met en avant, elles existent, elles sont réelles, ça donne une bouffée d'oxygène. Le remboursement d'un tiers de la dette, ça donne une vraie marge de manœuvre. Quand on est un gestionnaire, on voit l'effet positif. Quand on est dans un service où on est déjà à flux tendu, comme on l'a dit, à la paix, c'est particulièrement marquant de voir des équipes sous tension, en sous-effectif, des lits fermés de ce fait, avec un risque que l'on connaît. Vous avez entendu ce qui s'est passé en réanimation pédiatrique, dans les services de réanimation pédiatrique parisiens et les conséquences que cela a eu. Donc des risques sanitaires réels. On est à nouveau aujourd'hui dans une période de crise et on sait que en période de crise, quand on n'a pas les effectifs et les lits suffisants pour accueillir les patients, les risques sont réels. On savait aussi qu'il y avait beaucoup de lits, peut-être trop de lits. En tout cas, c'est ce que l'on disait depuis des dizaines d'années. C'est possible, mais aujourd'hui, la situation n'est pas celle-là. On n'a pas trop de lits, on a des effectifs qui sont en nombre insuffisant et des personnels essentiellement paramédicaux, c'est l'urgence, mais aussi des médecins. Moi, j'ai été frappé pendant la campagne électorale qui a duré plusieurs mois pour cette présidence de la CME, d'entendre des collègues chefs de service me dire « j'ai un jeune collègue interne, chef de clinique brillant, à qui je propose un poste dans mon service, et il refuse ». C'est la première fois que j'entends ça. Ça fait déjà 2-3 ans, mais c'est extrêmement frappant d'entendre que... Salomon, vous le disiez, la grève dure, la protestation dure. On a l'impression que les personnels et les médecins on rajoute avec la menace de démission des 1400. Est-ce que ce bras de fer, au niveau de la méthode, est-ce que vous pensez pourquoi vous coopérez pas, pourquoi vous essayez pas avec les mesures qui ont été annoncées de dire on va prendre ça, on va organiser, etc. Nous coopérons. Je me suis engagé auprès du directeur général et de l'ensemble de la direction de la PHP à faire le maximum pour que au moins les mesures du 20 novembre soient appliquées partout à la PHP, ce qui n'est pas absolument évident. Rappelez-nous les têtes de chapitre. Les têtes de chapitre, c'est donc le remboursement du tiers de la dette des hôpitaux. Et je rappelle que cette dette, elle est le fait d'une politique d'austérité, avec une enveloppe Ondam qui est
très nettement en dessous des besoins. Bien que l'on dépense quand même beaucoup d'argent Il dans est notre vrai. pays pour la santé. Il est vrai, mais on en a besoin. Je veux dire, on a de plus en plus de maladies chroniques, les patients vieillissent, les traitements coûteux sont de plus en plus nombreux, donc c'est un besoin. Voilà, les besoins augmentent, mais les moyens qui sont attribués n'augmentent pas autant. Et donc année après année, ça fait 800 millions qui manquent. Donc au bout d'un moment, ça finit par casser. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ce que vous dites, Donc c'est les que- mesures, si je Oui, allez-y, pour répondre. terminez, Donc bien les sûr. mesures, c'est le tiers de la dette, mais ce ne sera pas réparti de manière homogène dans tous les hôpitaux. Et ça vient pas tout de suite, ça ce sera en Et ça va fin bien. d'année. Et ce sera qu'en fin d'année, il faut une loi organique pour le faire. Ce sont des primes, mais des primes qui sont de l'ordre de 800 € à Paris pour aider au logement, par an, 800 € par an, hein, pour aider au logement, 66 € par mois, 300 € par an au mérite sur les équipes qui ont fait preuve d'un effort particulier pour améliorer la qualité des soins. Ce sont des montants, si vous voulez, quand on sait que le salaire moyen de l'infirmière en France est en 28e position sur les 32 pays de l'OCDE, ce qui est un véritable scandale. Il faudra On a laissé Bien sûr. installer Ouais, cette ouais. situation qui ne correspond pas. Les Français considèrent, d'abord, sont extrêmement attachés à l'hôpital public. On va le voir. Mais Rémi Savant, bon, il y a des mesures qui sont, vous les jugez insuffisantes, ça, on comprend très bien, mais ce que demande le collectif interhôpital, interurgence, les médecins, ce sont des milliards. Donc c'est 10 milliards, enfin c'est 15 milliards. Donc si on voulait augmenter chaque personnel de 300 € par mois, ça serait énorme. Est-ce que vous pensez quand même que... Comment on va en sortir? Quelle est la sortie de cette crise? Parce que ça paraît un peu beaucoup que le gouvernement, tout d'un coup, alors que les dépenses publiques augmentent partout, dégage ces fonds. Oui, les dépenses publiques augmentent, c'est vrai, les besoins augmentent, ils sont là, donc il faut savoir si la France veut répondre à l'augmentation des besoins et continuer d'avoir un hôpital public dont la vocation, je le rappelle, est de soigner tout à chacun sur le territoire français, quels que soient ses niveaux de ressources, avec la même qualité. Donc soit on est attaché à ce principe de l'hôpital public, et je sais que les Français le sont dans leur écrasante majorité, et si les Français acceptent ça, eh bien, on en paye le prix avec l'impôt. Et je pense que quand on pose la question aux Français, ils sont prêts à le faire. Donc ça... Quand vous me dites ce sont des milliards, oui, c'est sûr, mais bon, moi je pense que la situation est aujourd'hui dans un blocage complet. Il faut qu'on sorte du blocage. C'est urgent. Vous savez, mes collègues chefs de service qui ont démissionné le font vraiment la mort dans l'âme. Certains étaient au bord des larmes quand ils l'ont fait. Ce sont des gens responsables, ce pas des gens excités qui font un mouvement radical dans un coin. C'est près de plus d'une centaine à la PHP qui sont dans cette situation. Donc c'est un événement absolument inédit, d'une gravité qui révèle la gravité de la situation. Comment sortir alors? Alors, comment sortir? Juste Oui. Donc, il y a un blocage. Il est absolument urgentissime que le gouvernement fasse aujourd'hui un geste. Aucune négociation, comme j'ai dit tout à l'heure, n'a été ouverte. Je pense qu'il faut ouvrir des négociations. Je pense qu'il y a au moins un message à faire passer. J'ai vu la ministre Agnès Buzyn il y a quelques jours et je lui ai dit, je pense qu'il y a un message à faire passer, au moins un signal à donner, prendre acte que les paramédicaux, c'est l'urgence, que les paramédicaux ne sont pas bien payés. Dire éventuellement qu'aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, 300 € par personnel, c'est 3,8 milliards, je crois, ou 3,6 milliards pour la France et qu'on ne peut pas assumer, c'est elle qui le dit. C'est le gouvernement, c'est plutôt Bercy, plutôt que Mme Buzyn. Mais au moins prendre acte que ce n'est pas suffisant, et qu'on se fixe une ligne de route pour améliorer cette situation. Quelle est la réponse de la ministre? Vous l'avez vu le mardi Elle a entendu. 21 janvier. Il me semble elle a entendu, elle a écouté. Que j'ai une écoute attentive. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus, mais je vais, avec la communauté, avec les CME locales de la PHP, ressolliciter le gouvernement. On est dans une situation bloquée qui ne peut pas durer. Vous connaissiez, vous étiez tous les deux à Necker? Pas personnellement. C'est vrai qu'elle est restée longtemps à Necker, mais je ne la connaissais pas personnellement. Messieurs les directeurs, alors comment... Réponse de la direction, directions. Je ne vais pas m'exprimer sur le consentement des Français à l'impôt et le niveau de ressources qu'une collectivité veut donner. Un élément quand même positif qu'il faut quand même relever, c'est qu'un très grand nombre d'hôpitaux sont à l'équilibre, sont dynamiques, fonctionnent très bien dans notre pays. Combien en pourcentage? Environ 40% sont déjà à l'équilibre économique, je le rappelle. J'ai malheureusement pas cette chance dans l'établissement que je dirige, mais il faut quand même se rappeler aussi qu'il y a des choses qui sont possibles au niveau de ressources qui est le nôtre, et si on fait des comparaisons internationales.
En revanche, ce qui est certain, c'est qu'un très grand nombre d'établissements n'ont pas les trajectoires ni économiques ni logiques qu'on attend, parce qu'ils n'ont pas les moyens de gérer, parce qu'aussi on ne tient pas compte d'un certain nombre de difficultés. On l'évoquait à l'instant sur la région parisienne. Très sincèrement, on ne peut pas tenir une équipe si 10% des effectifs fuient en permanence. Donc il faut cibler les choses. Et on n'a pas besoin nécessairement, je ne le pense pas en tout cas, de milliards d'euros. On a besoin en revanche de cibler les choses qui vont faire la différence. Et puis on a besoin aussi qu'un certain nombre d'éléments de désorganisation sanitaire qui sont de la responsabilité de l'État cessent. Si je prends l'exemple de la répartition des internes, du post-internat, il y a clairement des dysfonctionnements majeurs qui sont de la responsabilité de l'État. C'est-à-dire Très concrètement, on ne peut pas imaginer, comme c'est le cas, que de semestre en semestre, les internes disparaissent au gré des réformes des hôpitaux généraux qui assurent le maillage du territoire, et qu'on considère que la santé publique est la variable d'ajustement de discussion interne. On ne comprend pas. Pourquoi les internes disparaissent au gré des... Eh bien parce qu'ils ne sont plus placés dans les hôpitaux généraux et qu'ils restent en CHU de manière très majoritaire. Qui décide? C'est l'ARS, c'est le gouvernement qui décide la répartition des internes de l'université? C'est un schéma déconcentré qui fait appel à des coordonnateurs de spécialité au CHU et qui est in fine validé par l'ARS et qui est une puissante source de dysfonctionnement, puisque si on n'envoie plus d'internes dans les hôpitaux généraux, il y a demain plus de praticiens hospitaliers qui s'installeront. Et comme on a déjà une médecine de premier recours qui s'est affaiblie, on organise un système par définition absolument inefficace qui laisse dans les centres-villes des médecins sans soignants, avec une incapacité à organiser des filières de prise en charge. Donc, encore une fois, on peut parfaitement, les comparaisons internationales le démontrent, soigner avec le même niveau de ressources, à condition qu'on ait le même niveau d'intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle manque quand même très souvent. D'accord. Jérôme Gomine, alors... Je pense que la mesure la plus importante qu'il faudrait prendre, c'est, et je le précise dans quelques secondes, c'est revaloriser les métiers soignants et médicaux à l'hôpital, les paramédicaux et les médecins, qui sont clairement insuffisamment payés par rapport à la pénibilité et la difficulté de leur métier actuellement. Probablement en insistant sur toutes les missions de service public qui font leur spécificité, les gardes, les astreintes, les primes d'engagement territorial. Mais en parallèle, il faut aussi réguler toute l'activité de ville et libérale, paramédicale, médicale. Pourquoi ? Parce que si on ne fait que revaloriser les professions hospitalières, on n'arrivera jamais au niveau de ce qui se passe en activité libérale. Il faut aussi réduire à tout prix ce différentiel en agissant sur le côté libéral. Je vous donne un exemple. Quand on forme une dizaine de gynécologues obstétriciens au CHU de Nancy par an, quand vous avez la quasi-totalité qui disent « nous ne travaillerons pas à l'hôpital », pour gagner en moyenne, en début de carrière, avec des gardes, moins de 5 000 € par mois. Alors qu'en m'installant dans un cabinet, en allant faire des piges dans une clinique, en travaillant 3 jours par semaine, je vais gagner le triple. Et sans faire de permanence des soins, c'est-à-dire en ne travaillant pas la nuit et les week-ends. Le choix est vite fait. Si vous rajoutez en plus l'effet où on est en proximité, nous, dans le Grand Est, du Luxembourg ou de la Belgique, vous êtes en grande difficulté. Un autre exemple, quand sur des territoires entiers, pour des raisons diverses et variées, je pense au territoire de Chaumont, que vous connaissez peut-être, un hôpital qui est malheureusement en difficulté sur un territoire en difficulté, il est très difficile de trouver des médecins ou des paramédicaux qui veulent s'y installer, pour plein de raisons qui sont liées à la vie de la cité, du territoire. On est tous très, très imbriqués dans ces valeurs républicaines. Ça nous fait mal, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais pour le corriger, à un moment, il va falloir le courage politique aussi de dire nous devons réguler, c'est-à-dire que des médecins et des soignants doivent aller s'installer, et des directeurs d'ailleurs, sur ces territoires. Jérôme Gomine, les 14 mesures, 14 ou 15 mesures que la ministre a présentées récemment, on l'a évoqué, à votre avis, ne répondent pas à la situation ou à la crise actuelle ? Elles vont dans le bon sens. Très honnêtement, elles vont dans le bon sens, puisque nous, sur le territoire, on est, chez nous, dans le GHT Corps Grand Est, satisfaits, elles vont nous permettre de mieux agir. Toutefois, moi, ce que je constate, et j'insiste sur mes propos, c'est que cette fuite des médecins et des paramédicaux, qui est variable selon les territoires, mais qui, à mon avis, va se métastaser sur toute la France, donc c'est une fuite en avant. Il faut à tout prix avoir un plan Marshall qui permette, avec des mesures politiques fortes, de revaloriser les personnels hospitaliers qui ont un travail difficile. Ce qui les fait fuir, c'est le rapport pénibilité-rémunération. Alors qu'à l'inverse, ils ont une faible pénibilité et une grosse rémunération. Une dernière remarque, c'est quand en ville ou dans le privé, et pourtant ils font du bon travail, le sujet n'est pas là, quand en ville ou dans le privé, on a valorisé pendant des années des actes des actes techniques purs,
fait à la chaîne, bien fait, mais fait à la chaîne. Et à l'inverse, on a sous-valorisé les métiers hospitaliers où il y a un accompagnement humain, soignant, clinique qui prend du temps. C'est pas normal. Jérôme Gomine, oui, on le voit bien parce qu'il y a des mesures que rappelle Pascal. Il a raison, il y a plus de souplesse, financement des équipes, sur des projets, etc. Il y a plein de mesures, ça va prendre du temps. On voit bien que finalement, il y a des mesures d'urgence à prendre qui en sont insuffisantes, même de la part des directeurs d'hôpitaux. Et puis Pascal me fait des signes. Non, Et puis donc des mesures d'urgence, et puis des mesures de fond qui n'ont jamais été prises. C'est la gouvernance. C'est l'autonomie de gestion, parce que tous les hôpitaux ne se ressemblent pas. Parfois, on manque de kinés, parfois, on manque d'infirmières. Les médecins ne sont pas les mêmes. Est-ce que les mesures qui sont annoncées, est-ce qu'au niveau de la gouvernance, est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'il y ait une autonomie de gestion des directeurs d'hôpitaux qui puissent mieux gérer avec les médecins qui vont, le ministre a annoncé, monter un petit peu en responsabilité à côté de vous? Est-ce que cette autonomie de gestion, est-ce qu'elle est à portée de main? Est-ce que c'est la solution? Alors, la réponse est plurifactorielle. Premièrement, je tiens à signaler ici, à mon avis, qui est largement partagé, il faut faire attention à ces problématiques de gouvernance qui sont en même temps, je pense, une solution. Pourquoi? Parfois, on entend beaucoup de directeurs bashing, pour l'appeler clairement. C'est un symptôme, parce qu'on se trompe lorsqu'on fait du directeur bashing. Ce qui se cache derrière, c'est du politique public bashing. C'est-à-dire, c'est tous les événements, tout ce qui ne va pas dont on vient de parler. Certains pensent que s'ils étaient en responsabilité, et ben d'un coup, il n'y aurait plus de problèmes financiers ou moins. Il n'y aurait plus de contraintes qualitatives. Il n'y aurait plus de contraintes réglementaires. Mais non. Donc attention, une première remarque, il ne faut pas tomber. Je sais que vous ne l'avez pas fait, mais je le précise d'emblée dans mes propos. Non, je ne suis pas tombé. Bien sûr. Vous n'êtes pas tombé dedans, c'est ce que je viens de dire. Mais je préfère l'anticiper, parce que ça arrive fréquemment en ce moment. C'est que le directeur bashing, c'est du politique public bashing, en fait, ce qui est derrière. Alors, une fois qu'on met ça de côté, il faut regarder en face ce qui se passe. La plupart des directeurs travaillent en concertation avec leurs médecins. Enfin, nous, sur mon territoire, en région, en national, quand je rencontre les collègues, l'hôpital est extrêmement médicalisé dans sa gouvernance, depuis HPST. Si je peux me permettre, je rappelle qu'HPST, ça a changé la place des élus. Un patron à l'hôpital, avait dit le président de la République. C'était un discours, mais dans les faits, c'est extrêmement médicalisé. Oui, mais enfin, Toutefois, c'est médicalisé, mais on voit bien que souvent, on n'a pas suffisamment donné des décisions aux médecins sur la gouvernance de leurs unités lorsqu'ils le souhaitent. Tout le monde ne le souhaite pas, d'ailleurs c'est une minorité. Quand on parle aux médecins, il y en a qui disent « j'ai fait médecine pour être médecin, pas pour être directeur ou être manager d'unité ». Mais il faut à tout prix, ceux qui nous tendent la main, il faut la saisir et travailler avec eux. D'accord, on est d'accord sur la relation directeur-médecin. On voit bien que c'est un travail d'équipe. Bon, on va avoir votre avis, messieurs aussi. Mais sur l'autonomie de gestion, est-ce que vous réclamez plus d'autonomie de gestion, comme le fait le directeur général adjoint de la PHP qu'on a reçu ici, pour mieux gérer concrètement les problèmes que vous avez? Est-ce que c'est une solution? Ça dépend ce qu'on appelle l'autonomie de gestion. 200 injonctions chaque année des pouvoirs publics, et vous dites j'en ai trop, je ne sais plus où j'en suis. Alors, vous avez raison. Dites-le, vous êtes directeur, vous êtes en fonction publique, mais sortez un peu de votre armure. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mon cher monsieur. Mais sur votre question, l'autonomie de gestion, oui et non, parce qu'on l'a déjà, et si jamais c'est pour que les GHT ou les hôpitaux soient en concurrence entre eux, on va retomber dans un système où on va avoir une inégalité territoriale. On aura des GHT ou des hôpitaux qui peuvent payer plus, d'autres moins. C'est pas acceptable dans un territoire républicain comme le nôtre. Enfin, moi, je suis directeur d'hôpital où on est praticien dans le public parce qu'on tient à cette égalité républicaine. Donc attention à cette autonomie de gestion. Si elle est trop poussée, on va vers la concurrence. Donc il faut une régulation nationale. Je le redis. Il faut améliorer ce qui se passe dans l'hôpital au niveau des rémunérations. Il faut réguler ce qui se passe en ville et en libéral. Concernant la gouvernance, puisque c'est ça derrière votre question sur l'autonomie de gestion, moi je pense qu'il faut toujours être innovant et toujours être en mouvement. Les systèmes sociologiques de gouvernance dans les organisations, quelles qu'elles soient, santé ou autres, évoluent avec leur temps. On ne dirige pas une organisation actuellement comme il y a 50 ans, il y a 100 ans ou 150 ans. Actuellement, le mode de gouvernance qui fonctionne, c'est du participatif. Je ne vais pas vous parler d'Isaac Gates et de l'entreprise agile, mais on est clairement dans ce système. Et bien les médecins aussi, et les soignants aussi actuellement. C'est normal, on est tous dans ce bain-là. Et malheureusement, nos hôpitaux, souvent, n'ont pas encore pris cette décision. Nous, sur le GHT Cœur Grand Est, nous avons pris collectivement, et avant qu'il y ait ces problèmes de crise, on s'est lancé dedans il y a 3 ans. Parce qu'on s'est dit, alors c'est peut-être aussi parce que c'est mon dada, on s'est dit, il faut être davantage participatif pour bouger plus vite dans ce monde qui bouge toujours plus vite. Il y a des grèves chez vous quand même? Quasiment pas. Quasiment pas. Voilà, c'est-à-dire, alors, je vous dis juste la gouvernance, on s'oriente vers une suppression des directions administratives de sites. Donc c'est avec une directeur dépendant. Non, il est surtout très prudent. Il ne faudrait pas qu'après les contrepoints de la santé, ils se mettent tous en grève. Alors, Non. Alors, sur les grèves, pour être très clair, 4 services d'urgence, on a eu 2 services d'urgence en grève, on n'en a plus qu'un. Sur ces 2, il y en a un pendant 1 mois et demi, il y en avait 0 gréviste, mais il était en grève.
Celui-ci, il était en grève parce qu'il avait peur de fermer du fait d'une fermeture de maternité. Ça n'avait rien à voir avec la grève nationale, mais ils en ont profité. Et le deuxième, c'est par solidarité et parce qu'ils en ont marre des incivilités. Donc vous voyez, il y a un malaise ambiant, mais ce n'est pas les mêmes raisons. Cédric Lucier, dans votre hôpital, il y a des grèves? Et oui, il y a des grèves. Alors vous ne faites pas de participation, alors vous n'associez pas vos personnels à la décision, c'est ce qu'on peut en conclure. Mais en règle générale, la participation est toujours possible lorsqu'il s'agit de créer des projets enthousiasmants et innovants. C'est le cas chez moi lorsqu'on construit un nouvel hôpital. En revanche, lorsqu'on nous demande de supprimer des centaines de postes, je peux vous assurer que personne ne semble vouloir partager la décision et partager ce poids. Et donc, la qualité de la gouvernance médicale que moi j'ai, elle est d'autant meilleure que je n'ai pas de mauvaises nouvelles à faire partager. Je voulais revenir sur ce point de l'autonomie qui est un point important. Oui. En fait, ce dont on a besoin, c'est d'une vraie autonomie. En clair, moi, je souhaite effectivement ne plus dépendre d'un certain nombre de dispositions juridiques qui nous entravent au bloc opératoire, qui nous empêchent de donner plus de responsabilités aux infirmières à l'accueil des urgences et qui nous empêchent d'être intelligents par l'attitude organisationnelle. La fausse autonomie, c'est simplement le constat d'une situation de marché créée par d'autres acteurs. C'est exactement ce qui se passe avec les médecins. Qu'est-ce qui se passe en matière d'autonomie ? C'est que tous les jours, moi, j'ai des médecins qui viennent réclamer, du fait de la pénurie ambiante, toujours plus de rémunération, toujours plus de liberté. Et ce qu'on leur donne, en fait, va susciter une concurrence, évidemment, de la part d'autres hôpitaux et cliniques qui vont faire la même chose. Et in fine, on revient au point de départ avec la rupture de tout sentiment collectif et vraiment une forme de dégradation. Donc il faut construire une situation de marché, d'offres et de demandes qui permettent vraiment de mesurer l'autonomie et pas qui consiste à observer qu'il est plus facile de recruter dans le 17e arrondissement qu'à 50 km de l'île de la Cité. Mais parce que ça, c'est pas l'autonomie. Vous dites bien que vous avez besoin de davantage d'autonomie. Effectivement, moi je trouve... Par exemple, des statuts aussi. On a par exemple, moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, on a besoin... Les questions d'Odile, excusez-moi. On a besoin, les expérimentations Berlan, les premières ont eu lieu il y a 17 ans, il est stupéfiant de mon point de vue qu'on soit encore dans un dispositif aussi restrictif pour donner davantage d'autonomie et davantage de rémunération, c'est prévu dans les mesures de novembre, aux infirmières qui peuvent remplacer un certain nombre de professionnels, notamment de médecins, dans un très grand nombre d'éléments de suivi des pathologies chroniques. La lenteur du processus, les démonstrations de force des multiples lobbies qui l'ont entravé depuis 17 ans est absolument scandaleuse. Et nous, on est vraiment désireux, avec les équipes, de faire des choses innovantes. Il est, encore une fois, les diabétologues que moi j'ai vus hier, ils ne demandent que cela, de monter des projets. Et là, ils ont envie de gouvernance, là, ils ont envie de faire des choses. D'accord. Effectivement, annoncer des centaines de suppressions de postes ne suscite guère d'enthousiasme collectif. Vous dites annoncer c'est un peu bizarre, annoncer des centaines de suppressions de postes, si on vous le demande, c'est que c'est argumenté, c'est que vous devez adhérer à ça, ou vous dites c'est scandaleux. Je ne dis pas que c'est scandaleux, je pense qu'il y a effectivement des secteurs de l'hôpital qui sont structurellement sous-dotés. Donc notamment... vous y adhérez, vous pouvez convaincre après ou pas? J'adhère à un certain nombre d'éléments qui sont collectifs sur, par exemple, le renforcement des moyens dans les services de personnes âgées. En revanche, effectivement, par définition, si les hôpitaux ont de gros déficits, c'est qu'ils sont inefficients, donc ils mettent plus de moyens que d'autres sur un certain nombre d'éléments d'organisation. Rémi Salomon, et après, on prend les questions. Je voudrais, sur ce point de l'organisation, de la gouvernance, faire un commentaire. Ça fait des années qu'on nous dit, et vous l'avez rappelé dans le sondage, l'hôpital est mal organisé. Organisez-vous mieux plutôt que de demander des moyens. Ça fait des années qu'on s'organise, qu'on se réorganise en permanence. Vraiment, même à la PHP. Absolument. Que ce soit les horaires des internes qui libèrent avec les repos de garde, qui réorganisent complètement les services, que ce soit les nouveaux métiers qui arrivent, le numérique, on n'arrête pas de se réorganiser. Donc on est un peu lassé d'entendre ce discours. Par contre, en termes de management et de gouvernance, on peut certainement faire mieux. Mais je suis heureux d'entendre mes voisins directeurs, même s'ils ne le disent pas avec la même force que moi, car ils ont un certain devoir de réserve, dire quand même que les moyens manquent aujourd'hui. Donc il y a vraiment un problème de moyens. Alors sur le point du management, j'étais vice-président dans la précédente mandature à la CME de la Paix de ce qu'on appelle la commission de la vie hospitalière. Donc je me suis occupé de près de tout ce qui concerne le management des équipes médicales. Et par extension de l'équipe en entier, c'est paramédical. Et clairement, on a des progrès à faire.
on n'est jamais formé quand on est médecin. Quand on fait des études de médecine, nous ne sommes pas formés au management. Et ça, c'est un point essentiel et qui certainement contribue au malaise ambiant. Et les jeunes générations qui arrivent nous regardent avec un esprit assez critique. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se penche sérieusement sur cette question. On a commencé à le faire à la PHP, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et il y a même, j'irais même plus loin, il y a, je pense, une conception de la carrière dans un CHU à revoir. On a, malgré toutes les difficultés à la PHP, là je parle pour le PHP, le plus grand CHU européen, on a plein de raisons d'être optimiste et de se dire qu'on fait de la recherche à un niveau international, des innovations thérapeutiques. Il faut qu'on ouvre les portes des recherches aux jeunes médecins. Il faut qu'on les attire à l'hôpital en améliorant le début de carrière qui pose un vrai problème. Donc il y a des tas de choses à faire dans le domaine de l'organisation de la carrière, du management. Pour ce qui concerne la gouvernance, juste un mot si je peux me permettre, il suffit effectivement médicaliser la gouvernance. Depuis la loi HPST, moi en tout cas, mon expérience est qu'on a été assez dépossédé des moments de réflexion et de décision. Et moi, mon engagement, il remonte au moment où j'ai pris la chefferie de service, c'était en 2011, où j'ai constaté que finalement la gestion du personnel paramédical, j'y étais totalement exclu, complètement exclu, malgré le fait que j'étais chef de service. On recrutait un cadre, une infirmière sans m'en parler. Et je l'apprenais en passant dans le couloir. C'est pas normal. Il ne s'agit pas de reprendre un pouvoir type mandarinal qui serait une nostalgie d'un passé dont nous ne voulons plus, mais d'être associé à la décision. Et ça, c'est absolument essentiel. Et votre directeur aujourd'hui est d'accord à tous les niveaux, à mon niveau, c'est-à-dire avec le directeur général, et je pense qu'ils sont effectivement dans cette optique, et je sens que les choses sont plutôt positive dans ce sens, mais également à tous les niveaux, car ce dont nous souffrons, et là je parle plutôt de la PHP, c'est aussi d'un système extrêmement pyramidal avec des prescriptions top-down, comme on dit, qui viennent d'en haut par des gens qui ne connaissent pas le sujet. Et donc il faut que la décision revienne aux acteurs du terrain, c'est-à-dire dans les services. Il faut réhabiliter... Absolument, mais si on peut appeler ça une révolution, mais... Comment y arriver alors? Il faut réhabiliter les conseils de service, par exemple, des espaces d'échange, de parole, que ceux qui connaissent le travail, c'est-à-dire ceux qui le font, puissent s'exprimer, dire leur opinion sur l'organisation du travail, les changements qu'ils le proposent, et que ceux qu'ils disent, cette parole, soit entendue au moment où on prend des décisions, à tous les niveaux. Oui, c'est très bien. On va demander maintenant à Odile Peixoto de BVA de nous dire quels sont les résultats de ce sondage, premier sondage de l'année de BVA, santé pour les contrepoints de la santé. Odile Peixoto. Et nous écouterons également les questions. Tout d'abord, la question historique de confiance en l'action du gouvernement en matière de santé. On s'aperçoit que c'est étal depuis 10 mois. Donc on va dire que peut-être on a touché le fond. Là, on est à 31%. Ça ne bouge pas depuis le mois de mars dernier. On est toujours à 30, 31, 32. Voilà. Donc, on est sur un petit tiers de la population. Alors, pour le thème du jour, on avait demandé donc à un échantillon national de la population française, on leur disait, par rapport aux autres pays d'Europe, diriez-vous qu'en France, et on a testé leur opinion sur une douzaine d'items concernant l'hôpital public. Alors, on voit que l'hôpital public, les Français ont la perception de solides atouts. Néanmoins, il n'y en a aucun qui fait l'unanimité. C'est-à-dire que le meilleur score qu'on a, c'est 72%, c'est sur la qualité des plateaux techniques. Chirurgie, imagerie, voilà. 72% des Français disent que c'est effectivement c'est tout à fait positif par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Après, on a un décrochage. On a un certain nombre de thèmes où la majorité dit que c'est quand même des points positifs. Vous avez 64% justement sur la recherche clinique. L'hôpital public est à la pointe en matière de recherche publique, mais c'est que 64%. Il y a quand même un gros tiers qui ne le pense pas. Des personnels bien à l'écoute des patients, 61%. Un accès à des soins de qualité, quel que soit le niveau de ressources. Le modèle mutualiste auquel nos invités sont très attachés, je pense effectivement à une grande majorité de Français. Les services numériques performants pour faciliter l'admission, les séjours, les sorties des patients, on est à plus qu'à 57. Et puis, un accès à des traitements innovants, on a aussi 57. Ça, c'est les points forts. Les points faibles, l'organisation. Il n'y a que 33% des Français qui disent que l'hôpital public est bien organisé. Accès aux soins équivalents partout dans le territoire. Donc là, l'inégalité d'accès aux soins territorial, 32% seulement qui disent oui,
il y a un accès partout, en tout cas c'est mieux que dans les autres pays d'Europe. Des urgences bien organisées, 29%. L'hôpital public est bien géré sans gaspillage, 26%. Et le pompon, et ça a été très évoqué ce matin, il n'y a pas suffisamment de médecins, puisqu'il n'y a que 12% des Français qui le considèrent. Et il n'y a pas suffisamment d'infirmières, il n'y a que 11% des Français qui le considèrent. Donc on a le gros point noir, effectivement, de la perception des Français, c'est la pénurie de personnel soignant. Et si on regarde, on leur demandait également, selon vous, quelle est la principale raison du mauvais état des hôpitaux en France? Donc c'était une question un peu à charge. Alors pourquoi on a posé cette question? Parce qu'on l'avait déjà posée en février 2018. Et arrive en tout premier point le manque de personnel soignant pour 44%. Ça a pris 9 points par rapport à février 2018. Donc on voit que les Français ont une perception accrue de ce problème. Deuxième phénomène, deuxième explication, le manque de moyens financiers, 38%. Ça n'a pas bougé par rapport à février. Et la mauvaise gestion, finalement, est pointée par 11% seulement des Français. Ça diminue. Ça prend, donc, finalement, c'est quand même moins un sujet. Et la mauvaise organisation n'est citée que par 7%. Et ça a diminué de 3 points. J'ai plus. Donc voilà. Donc le problème de pénurie et de moyens financiers semble quand même, effectivement, du point de vue des Français, en phase. Vous voyez, les Français sont en phase avec... Ma chère Odile, ce n'est pas le pont... Ah, pardon, on n'a pas terminé. J'ai pas tout à fait fini. Alors... Pour terminer, une dernière question. Il y a 35% des Français qui déclarent avoir été hospitalisés, avoir fréquenté l'hôpital, pas forcément pour une opération, ça peut être une consultation, au cours des 2 dernières années. Donc j'insiste sur le fait que 35%, c'est énorme. Et ça veut dire que l'hôpital est un lieu public, est un lieu où on doit faire société. Ça, c'est quand même très important, même si c'est un lieu de soins, etc. C'est un lieu qui est frais. Alors là, c'est que les personnes patientes. Mais si on rajoute les proches qui visitent, on a vraiment un lieu qui devrait être un fleuron de notre ciment social. Ça, c'est un petit peu mon credo. Moi, j'y crois à ça. Je crois que c'est possible, malgré tout ce qu'on s'est dit ce matin. Donc voilà, 35% des Français qui vont à l'hôpital. Et aujourd'hui, finalement, on a une large majorité qui se disent satisfaits de leur séjour. Ces 35%, on leur a demandé est-ce que vous avez été satisfait ou pas, en une échelle en 4. On a 72% de satisfaits avec 25% de très satisfaits. Néanmoins, en termes de santé, on ne peut pas se contenter de ça parce que vous avez quand même 28%, c'est énorme, de gens qui ne sont pas satisfaits. Donc il y a un énorme chantier, mais il y a aussi, moi je trouve, avec cet hôpital public, quelque chose de magnifique à restaurer dans un pays où là on parle de l'hôpital, mais globalement c'est toute la société qui est en train de partir en déliquescence. Les problèmes de management évoqués avec les jeunes, c'est pareil dans toutes les entreprises. Comment on garde les jeunes talents, c'est un problème qu'il n'y a pas qu'à l'hôpital. On est donc bien voilà. d'accord. Voilà, bravo. Merci. Bravo, c'était passionnant et c'est plutôt, à mon sens, pimpon que pompon, non, Odile? Les réactions alors, Rémi. Juste peut-être un mot. Donc oui, j'adhère complètement à votre propos. L'hôpital public, c'est le ciment de la République. C'est le seul service public qui soit ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mais là, le sondage montre, que vous l'avez souligné, que 2 tiers des Français se disent satisfaits, mais ce n'est que 2 tiers. Et si on regarde l'évolution des sondages ces dernières années, il y a une érosion. Et je pense que le risque serait considérable à laisser l'hôpital public se dégrader. Les Français le voient. L'hôpital, c'est le dernier rempart de la République. S'il tombe, je vous laisse imaginer... Avec l'école, allez. Avec l'école. Mais si les deux tombent, je vous rejoins, si ces 2 services publics tombent, et c'est un peu ce qui est en train malheureusement de s'annoncer, je vous laisse imaginer les suites pour notre démocratie. Messieurs les directeurs, les commentaires avant les questions de Renaud. Une réaction sans doute positive, évidemment, parce qu'on est en accord avec ce type de constat. Une réaction un peu de distance internationale par rapport à ce qui s'est fait. L'hôpital, effectivement, il est au cœur du pacte républicain, on le sait. Il le sera demain davantage pour de mauvaises raisons, du fait de la désorganisation des soins primaires. Et si on fait une comparaison internationale, très honnêtement, elle est en faveur du système hospitalier français, globalement, puisqu'il se nourrit de la force du secteur privé
associatif et lucratif. C'est pour ça que le système public est aussi vertueux, aussi efficace aussi. Mais elle l'est parce que dans beaucoup de pays, les éléments de crise qu'on vous donne se retrouvent. Les systèmes hospitaliers qui sont clairement plus efficaces que les nôtres, en Allemagne, dans les pays du Nord, le sont vraisemblablement avant tout parce que la médecine de soins primaires est beaucoup mieux organisée, parce que l'hôpital n'est pas du tout la variable d'ajustement d'un certain nombre de déséquilibres, et que donc il peut se concentrer sur un certain nombre de missions en étant efficace. Ce qui est évidemment extrêmement difficile pour nous, c'est de multiplier les choses. Donc encore une fois, quelles que soient les difficultés qu'on évoque, si on prend un peu de distance, on a plutôt des raisons de se louer de notre résilience, entre guillemets, et de la capacité dont, finalement, mon voisin le rappelait, on a cessé de se réorganiser. Ce ne sont pas que des injonctions, ce sont des réalités en permanence. Se réorganiser, c'est bien. Se organiser bien, c'est peut-être autre chose. Jérôme Gomine, toute la difficulté est là, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'injonctions, il y a plein de directives, il y a des objectifs quantifiés, etc. Et puis on voit bien que les difficultés persistent. Jérôme Gomine. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je pense que pour s'en sortir, parce que ça va me faire qu'empirer. Je me permets de le signaler. Si je crois que vous étiez optimiste. Je suis optimiste, mais ça va empirer pour une raison, c'est si jamais on ne se bouge pas, mais c'est pour ça qu'on est optimiste. Parce que je rappelle que la démographie médicale est déclinante dans notre territoire national. Je rappelle que la démographie paramédicale commence à être très tendue. Si on prend en plus le fait que l'on souhaite être mieux rémunéré en valeur, ou qu'on le demande, ce que j'ai fait tout à l'heure, ou qu'on souhaite être plus présent en volume dans les services, si on rajoute les indicateurs qualité que l'on souhaite toujours meilleurs, si on rajoute les contraintes économiques qui existent, je rappelle qu'on ne peut pas suivre constamment la hausse des dépenses dans les hôpitaux, comme dans tous les pays développés, c'est insuivable du fait de la hausse du coût des médicaments. Bon, bref, et alors ça veut dire qu'on va être obligé de concentrer les moyens tout en trouvant un équilibre entre la proximité et la référence. Ce qu'on fait insuffisamment dans notre pays actuellement. Il va y avoir le courage politique en région, de manière locale et donc aussi au niveau national, de restructurer notre tissu sanitaire entre les hôpitaux, mais aussi entre l'hôpital et la ville, en mettant des injonctions, je reviens. Alors c'est ce qui est prévu avec les CPTS demain. Je rappelle qu'ils vont être forcés, normalement, obligés à participer à la permanence des soins ambulatoires. C'est en train de râler. Hein. Est-ce qu'on va vraiment réussir? C'est une question. Non, mais ça avance. Il y en a 400, là, 400 qui sont en projet, qui se mettent en place. On a beaucoup chez nous, et les discussions ont lieu actuellement pour mettre en place cette PDS ambulatoire. Donc on souhaite que ça marche, mais à suivre. En tout cas, il faut du courage politique pour restructurer le tissu sanitaire français, hôpital-hôpital, ville-hôpital. D'accord. On va écouter les questions posées par nos auditeurs aujourd'hui. Renaud Degas. Oui, bonjour. Il y a 3 questions, 2 techniques, une plus, vous avez commencé à y répondre sur la restructuration. Il y a une première question un petit peu politique, c'est-à-dire où étaient les médecins, les présidents de CME, les chefs de service lors de la loi Touraine? Pourquoi ça n'a pas bougé à ce moment-là déjà? Première question. Une question plus technique, démissionner de ces mandats administratifs, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le fonctionnement de l'hôpital? Parce que là, c'est aujourd'hui, hein, la menace était à démission aujourd'hui. Ça a commencé il y a quelques jours. Parmi les 1200, on a vu que aussi, je crois que dans le Nord, ça a commencé. Et le codage des actes, quelles conséquences? Oui, en tout cas, les conséquences pour vous, concrètes. Et puis ensuite, vous avez commencé à y répondre. Donc c'est la troisième question. Vous parliez de mieux gérer les hôpitaux. On parle beaucoup de gestion, d'optimisation de la gestion. Mais est-ce que, fondamentalement, et ça rejoint votre dernier propos, est-ce que les personnels, tout le monde à l'hôpital, sait où va l'hôpital? C'est-à-dire que dans une organisation globale des soins qui bouge, effectivement, avec une grosse politique sur le premier recours, avec les CPTS, donc la montée en puissance de la ville, on l'espère, est-ce que vous discutez du périmètre des missions et des priorités de l'hôpital qui permettraient effectivement peut-être d'investir, mais en sachant où? Parce qu'on a bien conscience, et vous l'avez dit depuis tout à l'heure, le périmètre actuel de l'hôpital est infinançable. Réponse. Alors, professeur Salomon, allez-y. Alors, sur la dernière question, elle est essentielle, effectivement, de bien définir quelles sont les missions de l'hôpital. Ça, c'est absolument essentiel. Et j'ai, conscient de l'importance de cette question, j'ai proposé et j'ai créé à la CME de la Paix une commission qui s'appelle Hôpital-Ville-Territoire, pour avoir justement que la communauté médicale s'empare de cette question, d'une sorte d'analyse de la place de la paix dans l'offre de soins régionale, hein, et qu'on ait une vraie réflexion, discipline par discipline, activité par activité, de savoir qu'est-ce que l'on fait à l'hôpital, qu'est-ce que l'on fait avec les partenaires,
des GHT, des partenaires de la ville, etc. Donc on va s'emparer de cette question. Juste un commentaire, j'étais pas en responsabilité au moment de la période du ministre Touraine. Je retiens juste de cette période le pacte de confiance d'Édouard Couty, élément pour moi fondateur quand on réfléchit à la gouvernance. C'était très bien, sauf que ça a été rangé dans le fond d'un tiroir et qu'on n'en a rien fait. Il faut le ressortir du tiroir. Sur les conséquences, pour être bref, sur les conséquences des démissions, il n'y a pas de... Bon, il y a eu des choses ont été dites, il n'y a pas de réelle démission administrative. On démissionne complètement ou on ne démissionne pas. On peut faire le boycott de réunions administratives, mais il n'y a pas vraiment de démission administrative. Ce qui a eu lieu, pour en tout cas la centaine de chefs de service et de structures dont j'ai parlé, c'est une véritable démission complète. Donc c'est grave, c'est très grave. Donc ça pose une question... Démission complète, c'est-à-dire qu'ils continuent à travailler. Alors bien entendu, ils continuent de travailler. Dans la vie de tous les jours des services, ça ne change rien. Ils vont continuer comme ils l'ont toujours fait. Vous savez, on n'est pas comme les trains ou les métros, hein, on n'arrête pas. On continue évidemment de soigner et on continue de soigner avec la plus grande conscience professionnelle. Donc il n'y aura pas de répercussions visibles dans les services. Donc le premier objectif, et je pense qu'il a été atteint, c'est d'alerter l'opinion par le biais des médias. Mais il y a un problème juridique quand même. Mais qu'est-ce que vous dites à vos confrères maintenant que vous êtes le président ? Qu'est-ce que vous dites à vos confrères ? Revenez, reprenez votre démission ? Non, je leur dis que je comprends ce mouvement, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, pourquoi on en est arrivé là. Donc ça signe la gravité de la situation et je constate avec eux ça. Et donc j'en appelle au pouvoir public aujourd'hui pour débloquer la situation. Quel est le problème juridique que vous... S'il n'y a plus de responsable médical dans un service, ça pose un vrai problème. Donc on est en ce moment en train d'essayer de voir comment. Mais je pense que, à mon avis, la seule solution qui s'impose, c'est celle que j'évoquais à la seconde, c'est-à-dire que le pouvoir public ouvre des négociations. Ce sera, à mon avis, le meilleur moyen de débloquer les choses. Monsieur Salomon, vous évoquez Édouard Couty, vous ne parlez pas du professeur Clarisse, qui a une mission lancée par la ministre. Écoutez, la mission Clarisse, pour le moment, moi, je ne sais pas où on en est. Je sais qu'il faut que la PHP soit présente dans cette mission, donc on est des choses qui sont en cours de réflexion. Je ne peux pas vous en dire plus. Pour ce qui est juste le codage, un mot, je ne me prononce pas pour ou contre cette grève du codage. Elle a eu comme effet de fédérer un mouvement, à un moment donné. Elle dénonce la T2A, dont on n'a pas parlé, mais qui, vous savez que la task force, puisque la ministre avait dit que la T2A avait des limites et qu'il fallait qu'on aille vers autre chose, en tout cas pas le tout T2A. La task force, comme vous le savez, est enterrée. Disons que Jean-Marc Aubert est parti, il n'y a plus rien pour le moment. Donc que va-t-on faire ? On attend. Elle nous a annoncé hier qu'il allait y avoir en place. Très bien, on attend de voir et avec intérêt. Et enfin, juste sur le codage, prenons l'occasion, cette opportunité, pour redire haut et fort qu'il ne faut pas prendre du temps médical pour coder. On a des moyens aujourd'hui de coder sans prendre du temps médical. On a bien autre chose à faire que de coder. Mais est-ce que la grève du codage ne risque pas d'aggraver la situation ? Alors, il est vrai que ça pose un vrai problème, une menace pour le budget de l'hôpital. Donc j'en discutais encore hier soir avec le directeur financier de la PHP. Donc on est conscient de ça, la communauté médicale est consciente de ça. Je pousse pour qu'il y ait plus que ceux qui sont, encore une fois, je ne me prononce pas pour ou contre avec ma casquette de président de CME, mais je mets en garde sur les dangers. Et donc je pousse les gens qui ont fait un arrêt complet à plutôt aller vers de la rétention, c'est-à-dire qu'on code comme d'habitude, mais on garde sous le coude. Et quand on ouvre le robinet, quand on décide que c'est fini, il n'y a pas de perte. Donc je pousse vraiment pour aller vers là. Et je souhaite ardemment que tout ça s'arrête vite. Est-ce que le directeur financier a évalué la perte aujourd'hui ? Vous l'avez dit ? Oui, mais je ne peux pas vous le redire ici, je ne l'ai plus en tête. Mais c'est important. C'est important. Messieurs les directeurs. Oui, vous avez des démissions également de chefs de service chez vous ? Non, aucune démission de service, de chef de service dans le GHT Cœur Grand Est. Juste pour répondre aussi aux questions de monsieur. Premièrement, les responsabilités médicales, je vais me permettre de compléter en 2 mots. Pourquoi on a besoin d'un responsable médical ? Dans un service, dans un pôle, on a supprimé les pôles, je me permets de le signaler si vous voulez poser la question dessus. Bon, bref, ça sert à caler l'organisation médicale, qui travaille quand. Ça sert à conduire les projets avec l'équipe médicale, soignante, administrative, logistique, technique. Donc c'est un rôle de coordination. Et ça sert à vérifier que les pratiques médicales et soignantes sont les bonnes dans un service. On va dire l'harmonisation des pratiques. Donc évidemment, dès lors qu'il n'y a plus de responsable médical, on va être en difficulté de fonctionnement. On va devoir compenser comme on peut entre les paramédicaux, voire les administratifs pour le faire. Et on le fera beaucoup moins bien. Donc ça va clairement dysfonctionner. Deuxième question, la loi Touraine, la loi sur les GHT, posée par les auditeurs. C'est une bonne loi. La loi Touraine, c'est la création des GHT. Les groupements hospitaliers de territoire, pourquoi on les a créés ? C'est pour qu'il y ait une coopération entre établissements publics. Sur nos territoires, le mien, comme sur plein d'autres dans la région Grand Est ou dans toute la France, on se faisait la guerre.
dans un système qui en problématique, comme on l'a dit tout à l'heure, avec plein de délicatesse, on se faisait la guerre. C'est énorme, c'est énorme ce que vous dites, on faisait la guerre. Entre hôpitaux publics, oui, je vous mais confirme. c'est effrayant. C'est effrayant, et c'est pour ça qu'on a créé les GHT. Et vous faites plus la guerre. Non. Et c'est formidable, je peux vous dire que sur notre territoire, je vais être très concret, il y a 3 ans, quand je suis arrivé sur ce territoire qu'on appelle maintenant le GHT Cœur Grand Est, entre Verdun, Bar-le-Duc, mais les praticiens ne voulaient pas travailler ensemble, ils ne se connaissaient même pas. Ah bon, c'est toi le pneumologue à 30 km de chez moi, mais je ne veux pas travailler avec toi et je vais te piquer ton activité. Bar-le-Duc Saint-Dizier, je t'aime pas, t'es mon concurrent. C'est la réalité des réunions de terrain dans un GHT il y a 3 ans. Et est-ce que vous coopérez avec le privé? Parce que là aussi... Oui. Alors sur notre territoire, on est particulier, c'est pas le cas dans toute la France ni dans la région. On a des coopérations avec le privé très intégrées à Bar-le-Duc Saint-Dizier. Alors c'est un peu complexe, mais si vous voulez, je reviendrai dessus. Chez vous, j'ai l'impression que tout va bien. Quand même. On a une dynamique très favorable, très positive, très honnêtement. Mais comme quoi c'est possible. La troisième question qui a été posée par un auditeur, c'est où va l'hôpital? Est-ce que les professionnels ou la population de manière générale en a conscience? Et je pense que là, c'est le cœur du sujet, enfin, si je peux me permettre. Parce que, quelles que soient les solutions, on peut tous avoir des solutions différentes, il faut en discuter, il faut qu'il y ait des choix politiques qui soient faits, il y en a qui sont faits actuellement, d'autres demain, etc. Soit. Mais il faut en parler, il faut que ça se sache. Nous, concrètement, et ce en quoi je crois, c'est que la base d'un pilotage, quel qu'il soit, c'est la transparence et la confiance. Alors concrètement, moi, c'est quelque chose que je fais depuis une dizaine d'années, je le fais encore maintenant en gérant 4500 agents, hein. Toutes les semaines, je rencontre le personnel d'un service du GHT. Et je le rencontre chez eux, et pas pour dire « Ah, vous avez un problème, je ne sais pas, de table, dans une semaine, ce sera réglé ». C'est du flan, ça. Non, mais je leur dis « Qu'est-ce qui se passe sur le territoire au niveau national ?» en quelques mots, en 5 minutes, et puis après, libre parole. C'est-à-dire toutes les questions que vous me posez, je les ai toutes les semaines. Mais au moins, ils comprennent les problématiques. Alors, Jérôme Gomez, et on élève les citoyens. On arrive au cœur du problème. Est-ce que ce n'est pas un problème directeur général dépendant, quand même? Est-ce que vos confrères, est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand même? Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Alors, ce que vous pointez, c'est la difficulté, c'est qu'on n'arrivera jamais à travers un texte réglementaire de caler ce qu'est une gouvernance dans quelque organisation que ce soit. Non, mais c'est la Il faut de la formation. liberté. C'est la formation. Est-ce que la formation mais est même adaptée? avec quelques formations que vous souhaitez, Si, non. Attendez, toute communauté humaine est faite d'hommes et de femmes qui sont Oui, différents. mais il y a des endroits où ça marche et des endroits où ça marche moins bien. Le mode de management, par exemple, que j'imprime dans le GHT Cœur Grand Est qui marcherait peut-être pas ailleurs. C'est une question aussi d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble. C'est pour ça que c'est difficile à répondre. Si, je vous ai répondu. Après, ça ne vous plaît peut-être pas. Mais... Cédric Lucier. Et quand même, attendez-vous quelque chose de cette commission menée, de cette étude menée par menée par le professeur Clarisse? Avec tout le respect que j'ai pour le professeur Clarisse, les questions de gouvernance en général me passionnent peu, parce que j'ai vraiment la conviction que la réalité est extrêmement différente des textes. On peut, avec les textes les plus intelligents de la Terre, arriver à des situations lamentables en termes d'hostilité réciproque, et à l'inverse, quelles que soient les réalités. Moi, la dernière fois que j'ai eu mon président de CME, c'était hier à 12h30 au téléphone. Donc, en clair, ces choses-là sont hors texte. Soit on a des gens qui sont intelligents et qui ont envie de bosser ensemble, soit on les a pas. Le sujet n'est pas tellement de construire des textes, c'est de créer des systèmes qui, par la multiplication d'outils juridiques, d'avis conformes, de problématiques multiples, empêchent les comportements vertueux de prospérer et les gens qui ont envie de trouver des solutions de terrain, de les trouver. Donc, on peut évidemment regretter qu'il y ait telle ou telle attitude, mais ce dont on a besoin avant tout, c'est de confiance. Et cette confiance, il faut le dire, on ne l'a pas toujours. Et elle se gagne, la confiance. Pascal, on arrive au terme de notre débat. Deux petites questions quand même, mais alors une réponse en un mot. Est-ce qu'on peut réformer l'hôpital pour qu'il aille mieux en gardant la fonction hospitalière, publique hospitalière? Et deuxièmement, est-ce que vous referiez chacun le même métier si c'était à refaire? Est-ce qu'on peut être un directeur heureux? Alors, fonction publique hospitalière. Alors, bon, il faut imaginer les directeurs comme Sisyphe heureux. Donc moi, je referais sans hésiter le choix de ce métier parce que je le trouve passionnant. Voilà. Et la fonction publique hospitalière, est-ce qu'il faut l'adapter quand même? Bon, la fonction publique et hospitalière, je dirais qu'on vit plutôt avec. Elle présente un certain nombre de caractéristiques positives, l'engagement des personnes, et puis un certain nombre de freins qui de temps en temps sont lourds et donnent envie de hurler. Donc, j'allais dire, c'est pas un sujet central pour nous. D'accord. Honnêtement, les personnes qu'on voit, en général, ils n'ont pas de méditation sur ce point. Ils demandent plutôt concrètement au juste comment on va les aider avec telle ou telle solution. L'avis du médecin, mais d'abord le directeur, vous continueriez? Vous recommenceriez? Et la fonction publique hospitalière?
C'est un métier formidable d'être directeur dans les hôpitaux, parce que c'est un métier humain, médical, qui a du sens. On voit l'effet immédiat de ce qu'on fait bien ou de ce qu'on fait mal, parce qu'on ne fait pas tout bien. On fait pas tout bien, on fait pas, évidemment, hein, comme tout le monde. Mais c'est passionnant. Et travailler, je pense, dans un secteur où, par définition, chez les directeurs, mais encore plus chez les médecins, les soignants, on a des gens qui ont fait des études, qui ont choisi un métier au plus proche des gens, c'est un métier profondément humaniste. Donc oui, c'est formidable, et je suis d'accord avec le collègue. La question de la fonction publique hospitalière qui doit s'adapter comme tout n'est pas la question fondamentale, c'est pas le problème. Le mot de la fin au médecin. Et qu'est-ce qu'un brillant chercheur comme vous est allé faire dans cette affaire de présidence de CME? Ça fait quelques années que je fais un peu moins de recherche. Mon métier est passionnant, mes collègues sont passionnés par leur métier, ils sont d'autant plus malheureux de ne pas pouvoir le faire correctement. Transparence et confiance, 1000 fois oui. Visite du directeur dans les services, 1000 fois oui. Vous le voyez, que tous vos collègues soient entendus. Vous le voyez, votre directeur? Dans les services? D'accord. Merci. Merci. Merci Pascal, merci Renaud, merci aux équipes, merci à Françoise Millet, Emmanuel Tay, à Philippe, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé, à Hortus. Merci aussi à nos partenaires, BVA, Canon Médical, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et Care. Et en février, on se retrouvera peut-être avec une personnalité importante qui ne nous a pas encore donné complètement son accord, mais on cherche une date. La ministre de la Santé, dites-moi Philippe, les hommes n'acceptent le changement que dans la crise. Qui a dit ça? Napoléon. Jean Monnet, merci, bon retour.